Les growth et value stocks, qu'on pourrait traduire en français par actions de croissance et actions décotées, sont une des bases à connaître. Un des piliers de l'allocation d'actifs, mais aussi du stock picking. Dans cette vidéo, je vous livre tout ce qu'il y a à savoir sur cette distinction entre value et growth pour faire de vous un meilleur investisseur. Vous êtes sur la chaîne Team Body, c'est parti. Dans un premier temps, il faut que je vous explique ce que c'est que les actions growth et les actions value. Une action growth, ou action de croissance, et une action chère. Trop chère. Une action trop chère, vous allez me dire, surtout si vous êtes novice, ça n'a aucun sens. Et vous auriez raison. Pourquoi acheter l'action si elle est trop chère? Pour continuer mes explications, il faut que j'introduise dès maintenant la notion de valorisation. Chaque action a un niveau de valorisation. Et l'outil le plus connu en finance pour le calculer, c'est le PER. Alors pas le PER plan épargne retraite dont je parle dans ma dernière vidéo. Rien à voir. Ici on parle du PER pour Price Earnings Ratio. Littéralement le rapport, donc le ratio entre le prix de l'action, donc son cours, et les earnings, donc les bénéfices. Le calcul du PER est simpliste. On divise le prix de l'action par le bénéfice par action. Sachant que le bénéfice par action, le BPA, c'est juste les bénéfices de la société divisé par le nombre de titres en circulation. Donc le PER, très simple en théorie à calculer. Par exemple, une entreprise réalisant un bénéfice de 1 milliard d'euros sur l'année, avec 100 millions d'actions en circulation, aura un bénéfice par action, BPA, de 10 euros. Si l'action cote à 100 euros, donc une action vaut 100 euros, imaginons, le PER sera donc de 10. Cela signifie, grosso modo, que l'action est valorisée 10 fois les bénéfices de la société. Donc si la société, c'est vraiment en théorie, continue d'avoir les mêmes performances, il nous faudrait 10 ans pour récupérer notre investissement initial sous forme de dividendes dans le cas hypothétique où l'entreprise reverserait 100% de ses bénéfices en dividendes. Bon, c'est un exemple théorique où l'entreprise doit continuer d'avoir les mêmes performances, etc. Mais c'est pour bien comprendre l'intérêt du PER, c'est pour valoriser une entreprise. Bref, tout ce qu'il faut retenir du PER, c'est que plus il est haut, plus on achète l'action chère. Quand je dis l'action chère, c'est comparé à ce qu'elle vaut réellement, sur ses fondamentaux, sur les fondamentaux de l'entreprise. Parce qu'une action qui vaut 300 euros n'est pas forcément plus chère qu'une action qui vaut 100 euros si les fondamentaux le justifient. On peut considérer, en finance, il y a plutôt consensus, alors les chiffres sont pas exacts, mais qu'une action est sous-évaluée quand son PER est en dessous de 10 environ, qu'elle est à peu près à son prix correct réel quand le PER est compris entre 10 et 20, et qu'une action est surévaluée, qu'elle est trop chère quand on l'achète à un PER au-dessus de 20. Évidemment, il faut nuancer cela en comparant les entreprises du même secteur. C'est complètement inutile de comparer le PER de Tesla, qui à l'heure où je vous parle à 171, avec le PER de la Société Générale, par exemple, qui est à 3,49. Et vous pouvez d'ailleurs trouver les PER des entreprises de façon plutôt fiable, c'est des données qui sont assez bonnes, en tapant le nom de l'entreprise plus Yahoo Finance sur Google. Ok, j'ai terminé ma parenthèse un petit peu longue, je vous l'accorde, sur le PER, sur la valorisation. J'étais juste avant ça en train de vous dire pourquoi donc acheter une action qui est trop chère. Eh bien, c'est le concept même des actions de croissance, des actions dites growth. Ce sont des actions, des titres que les investisseurs sont prêts à acheter plus cher que ce qu'elles ne valent fondamentalement en raison de la forte croissance des bénéfices de l'entreprise et de l'avenir radieux que les investisseurs leur dessinent. Les valeurs technologiques, par exemple, surtout depuis 2020, en sont la caricature. Les actions growth, faut le savoir, sont aussi celles qui brillent tout particulièrement dans des contextes économiques favorables, avec des bénéfices en augmentation constante et généralement une baisse des taux qui va favoriser le financement des entreprises. Au final, acheter des actions growth, c'est acheter des actions trop chères de façon totalement consentie. C'est acheter les géants de demain. Évidemment, ces titres sont donc très demandés, c'est pour ça que leur prix est haut. Les actions value, elles, vous l'aurez compris, à contrario, sont celles que l'on juge décotées. Les adeptes du style value considèrent que le marché est irrationnel, rempli d'incohérences et de déséquilibres, et que les hausses ou baisses soudaines de certaines actions dues à des événements extérieurs ou à des mouvements de panique ne reflètent en rien la santé réels et les fondamentaux des entreprises concernées. Attention cependant à ne pas tomber dans les value traps. Cette notion bien connue des financiers et des gérants de fonds se caractérise par le fait de dénicher une entreprise, un titre qui est bel et bien décoté, il a un PER très bas, inférieur au PER moyen du secteur d'activité de l'entreprise, mais dans le cas d'un value trap, cette décote n'est en fait pas due à un comportement irrationnel des investisseurs via une asymétrie ou un potentiel encore trop peu mis en lumière, mais simplement en fait à une mauvaise gestion de l'entreprise ou une santé financière délétère qui justifie en fait que le PER soit bas, tout simplement parce que ce n'est pas une bonne affaire. Il y a des secteurs d'activité particulièrement réputés pour être growth. Par exemple, on a les nouvelles technologies, je viens d'en parler, mais aussi les valeurs du luxe
ou celle de la santé. On a aussi des secteurs très value, avec en tête de liste les valeurs financières ou les bancaires. Ce qu'on appelle les bancaires, c'est tout simplement les banques, mais aussi les entreprises du système financier global. Ou encore la consommation discrétionnaire. Donc par opposition à la consommation de base, la consommation discrétionnaire, c'est la consommation de biens et services qui ne sont pas essentiels en fait à la vie. Maintenant qu'on a bien éclairci, débroussaillé ces deux styles d'investissement, il faut s'intéresser bien sûr aux performances, aux résultats. Et là malheureusement il n'y a pas vraiment de match. Depuis 15 ans, même plus que ça, le style growth, le style croissance, surperforme, écrase le style value. Et je vous propose d'ailleurs de regarder ce graphique qui est très explicite, qui reprend la performance du S&P 500, donc un indice global des États-Unis dont je parle beaucoup, un petit peu le CAC 40 américain, et le Russell 3000 Growth et le Russell 3000 Value. Pour simplifier, ce sont des indices qui captent la performance respectivement du style growth et du style value sur 3000 entreprises cotées, donc c'est très représentatif. Le verdict est sans appel. Le style croissance a eu une performance sur 15 ans pratiquement 2 fois supérieure au style value. En tout cas là c'est sur les États-Unis, mais en Europe c'est peu ou prou le même phénomène. Circonstance aggravante pour le style value qui a même sous-performé le style croissance pendant la période du Covid. Lui qui a l'avantage, on va le voir juste après, normalement de mieux se comporter pendant les périodes de turbulence économique et d'être moins volatile. Et pourquoi cette sous-performance? Vous le savez, c'est l'explosion de certaines valeurs du numérique due au télétravail et au confinement. On pense à Netflix, Zoom ou encore Amazon, qui sont des valeurs particulièrement growth, particulièrement croissance, et qui ont explosé en 2020. D'ailleurs, c'est plutôt évident sur le marché français également quand vous regardez le CAC 40. Je vous mets une capture d'écran du classement des 10 premières valeurs du CAC 40, donc celles qui ont les 10 plus grosses capitalisations boursières du CAC 40. On retrouve le luxe, LVMH, Hermès, Kering, et la santé avec Sanofi, EssilorLuxottica et L'Oréal, qu'on peut assimiler un petit peu, c'est un mix entre la santé et le luxe, donc des secteurs particulièrement croissance qu'on retrouve dans le top 10 du CAC 40. Et pour information, Schneider Electric et Air Liquide sont aussi des actions de style croissance, avec des PER très élevés. Donc une surreprésentation des actions croissance dans le top 10 du CAC 40 qui signifie tout simplement qu'elles ont mieux performé sur les dernières années. Seulement, il serait vraiment dommage de s'arrêter là. Déjà parce que les performances passées ne reflètent pas et ne présagent en rien des performances futures, mais aussi parce que l'environnement économique est en train de se retourner. En réalité, le rattrapage du style value est déjà enclenché depuis plusieurs mois. La remontée des taux, déjà amorcée en janvier dernier, n'est plus une chimère, et la guerre en Ukraine, notamment, va avoir un impact très fort sur la hausse des taux. Dans un environnement aussi incertain et avec une baisse de la croissance des entreprises à venir, l'heure semble être venue pour les actions value d'enfin briller. Et oui, parce que la remontée des taux est historiquement et très logiquement favorable au style value. Pourquoi? Car les bancaires sont le secteur le plus représentatif du style value. Et les bancaires, vous vous rappelez, ce sont en grande partie les banques. Les banques, elles, profitent très largement de la hausse des taux parce que c'est l'une des sources principales de leurs revenus, notamment à travers les crédits immobiliers. Bon, je vous ai expliqué ce que c'est les styles value, le style croissance, j'ai posé un diagnostic, maintenant quelles sont les solutions? Quelles sont les conclusions? La conclusion, elle est simple, diversifiez votre patrimoine, diversifiez votre portefeuille et vos investissements. Essayez d'analyser un petit peu les actions sur lesquelles vous êtes investi, que ce soit à travers des fonds d'investissement, des ETF ou à travers des actions en direct. Et demandez-vous si vous n'êtes pas trop exposé au style croissance. Être totalement ou en grande majorité absent du style value pourrait vous causer un grand manque à gagner si ce style d'investissement venait à surperformer pendant les 10 ou 15 prochaines années, comme vient de le faire le style croissance. Vous pouvez très bien avoir ces deux styles d'action dans votre portefeuille. Choisissez de ne pas choisir. Bien sûr, je rappelle, ce n'est pas un conseil en investissement, ce n'est que mon avis. Voilà, je vous partage mon avis, mon savoir, ce que j'ai pu apprendre. Après, vous faites ce que vous voulez et vous êtes libre de vos choix. Et pour finir, comment investir dans le style value si vous avez envie de vous y exposer? Moi, vous le savez, je privilégie toujours les ETF et les fonds de gestion active au titre en direct. C'est un petit peu le leitmotiv de cette chaîne. Donc par exemple, pour investir dans du value en Europe, vous avez l'ETF BNP Paribas Easy ESG Value Europe. Ça c'est sur le PEA de Boursorama par exemple. Sinon en assurance vie, on a le fonds Tocqueville Value Europe ou encore Tocqueville Value Amérique ISR pour les États-Unis. Bon, ça ce sont des exemples de fonds pour Boursorama, mais je peux pas donner des exemples pour tous les contrats qui existent et tous les assureurs. Donc c'est à vous d'aller chercher dans les caractéristiques de votre contrat, dans les fonds qui sont disponibles, quel fonds value pourrait vous intéresser. Bien sûr, pour analyser si le fonds que vous voulez choisir est bon ou pas, j'ai fait une vidéo, je vous renvoie ma vidéo d'analyse de fonds, ça vous donne toutes les réponses. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié cette vidéo, appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un pouce, un like, ça m'aide beaucoup, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, vous abonner pour ne rien rater et me soutenir gratuitement. Et moi je vous dis à samedi 19 mars pour une vidéo qui je suis sûr va beaucoup vous intéresser. Salut!